Hola, estamos en la quinta conferencia COES 2018, cuya temática central este año es concentraciones de poder, de riqueza, de élites, en fin. Este año la conferencia COES se desarrolla en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y tenemos como invitado en esta ocasión a Yves Desalé, quien es profesor emérito de Sociología de Francia. Bonjour Yves, merci de nous accompagner dans la 5e conférence COES, dont le sujet central cette année c'est concentration. Je voulais commencer par une question sur les origines de ta carrière et de ta trajectoire universitaire. Ta carrière s'est déroulée dans le cadre intellectuel de la sociologie de Pierre Bourdieu, dont témoigne un certain nombre d'articles que tu as publiés dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales. Peux-tu nous raconter, pour commencer, de quelle manière es-tu arrivé à la sociologie de Pierre Bourdieu? Je suis arrivé un petit peu par accident. Je n'ai jamais fait de sociologie académique. J'ai fait de la science politique, j'ai été économiste et statisticien. Et à un moment, je voulais travailler pour compléter mon revenu. Et on m'a proposé de faire des enquêtes pour Alain Darbel et Pierre Bourdieu, des enquêtes qui étaient portées sur justement le milieu que je connaissais un petit peu parce que j'aspirais à y rentrer. Je venais de sortir de l'école de Sciences Po, Paris. J'étais en train de préparer l'ENA, qui est l'École nationale d'administration, et Bourdieu avait besoin de gens qui ne soient pas des sociologues, mais des gens qui puissent mettre une cravate ou un nœud papillon pour aller interviewer ces personnes. Donc pendant un an et demi, j'ai passé mon temps à interviewer à faire des centaines d'entretiens d'énarques à différents moments de leur carrière. Et Bourdieu, qui était un maître très intelligent, nous l'utilisait pas simplement comme enquêteur, mais nous expliquait aussi ce qu'on trouvait. Donc j'ai fait une espèce de sociologie sauvage, et j'ai compris que j'allais pas faire carrière dans la haute administration, et que j'avais peut-être intérêt à me reconvertir ailleurs, notamment en utilisant les ressources de l'économétrie et de la statistique, etc. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la sociologie, si je peux dire. Et ce qui m'a intéressé dans la sociologie, ce n'était pas l'ensemble de la sociologie, mais c'était aussi la sociologie du milieu que je m'apprêtais à vouloir rejoindre et pour lequel cette analyse sociologique était aussi une manière de comprendre ce qui m'avait fabriqué ou ce qui m'avait modelé. Et ensuite, cette sociologie qui est de Pierre Bourdieu portant, la sociologie de Pierre Bourdieu est très générale, mais il y avait un domaine particulier qui m'intéressait, qui était celui que j'avais rencontré dans le cadre de ces enquêtes. Et donc, tout naturellement, ça a été vers ce sujet-là que je me suis porté. Et comme il n'était pas question de recommencer 20 ans après le travail fait par Pierre Bourdieu sur les noblesses d'État, moi ce que j'ai essayé de faire à ma manière, c'était d'étudier les autres noblesses d'État, des noblesses d'État dans d'autres pays et plus particulièrement encore ce que produisait l'internationalisation des marchés financiers sur justement la concurrence, la compétition, les alliances, la reconversion entre différentes noblesses d'État nationales. Donc c'est un petit peu ça le cadre. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'avais fait une première début de carrière en tant que sociologue classique du droit, c'est-à-dire utilisant des outils de la science sociale quantitative pour étudier le divorce et les accidents de circulation pour le compte des juristes, mais à la fois, en même temps, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des enjeux politiques au cœur du droit dans l'articulation entre le droit et le pouvoir, et que ça, c'était justement ce dont on ne parlait jamais, et qui était même interdit d'aborder, et que par contre, on pouvait aborder justement en utilisant la concurrence internationale, parce que si les avocats français tenaient jalousement à garder leur propre précaré, ils étaient tout à fait désireux d'apprendre ce qui se passait chez les voisins, et inversement. Donc en se situant dans un espace international transatlantique, on pouvait comme ça à la fois échapper au tabou
imposée par les juristes et à la sociologie relativement médiocre, croupion, qui était celle qui est la seule acceptable autour d'un savoir comme le droit. Et par ailleurs, comme dans tous les pays du monde, traditionnellement, mais encore aujourd'hui, et ce pays est un exemple parfait, la carrière de reproduction des élites passe très souvent par les écoles de droit, les facultés d'élite, et ensuite des carrières qui se poursuivent dans la hiérarchie juridique, mais qui le plus souvent aussi vont bien au-delà, c'est-à-dire continuent dans la politique, dans les affaires, etc. Donc si vous voulez étudier l'internationalisation autrement que dans des grands discours abstraits qui ne veulent pas dire grand-chose, pour moi, prendre les juristes, c'était une manière d'aborder concrètement tous ces enjeux de la mondialisation. De ce point de vue-là, ton intérêt pour les élites juridiques transnationales, c'est un intérêt assez logique, c'est une espèce de débouché très naturel dans ta trajectoire, mais ce qui est encore plus surprenant et original dans tes travaux, c'est ton appréhension, ton abordage des élites juridiques en lutte avec d'autres élites, notamment les élites économiques. De ce point de vue-là, la publication de ton livre avec Brian Garth, La mondialisation des guerres de palais, c'est un bouquin important parce que c'est un bouquin qui met en perspective, dans le cadre de 5 scènes nationales, de cette lutte. Les économistes, de ce point de vue-là, comment tu as réussi à te familiariser avec cette élite-là? Alors, d'abord parce que la sociologie du droit, qui est un sous-domaine de la sociologie très fortement dominé par le discours des juristes et par le poids des juristes, repose sur des postulats tout à fait faux, qui est de dire, voilà, tous les avocats sont des avocats, tous les juges sont des juges. Et or, en fait, c'est tout à fait, quand on part de ce point de départ, on se trompe complètement parce qu'il y a des écarts extraordinaires entre les juristes de pouvoir, qui sont une toute petite élite. Je parlerai cet après-midi des 1% des 1%. Parce qu'effectivement, et alors si on veut comprendre ce qui se passe, il faut prendre en compte non pas la somme, la totalité des gens qui sont qualifiés, diplômés en droit, mais un petit groupe, et il peut y avoir un écart extraordinaire entre les deux. En Inde, il y a une quarantaine de très importants, influents grands avocats, et il y a 1 300 000 professionnels du droit. Alors, et en même temps, on ne peut comprendre, donc il faut commencer par faire une coupure brutale, qui est toujours encore refusée par la sociologie classique et la sociologie du droit, qui est de dire, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'ensemble des juristes, c'est un tout petit segment qui se trouve au carrefour du droit, du pouvoir et de la reproduction des élites, et ce groupe-là est particulièrement peut-être étudié en relation avec les autres, parce qu'il ne fonctionne pas en circuit fermé. Et cette intuition m'est venue, si vous voulez, parce que dans les années 80, au moment où se construisait le marché unique, ceux qui ont commencé par bousculer un petit peu le monde du droit, le monde des pratiques juridiques, ce n'étaient pas les juristes, c'était les auditeurs, les Big Four, comme on les appelait, et qui, justement, se mettaient au service des entreprises et étaient progressivement en train de mordre fortement sur les marchés du droit, justement en utilisant le caractère assez, disons, traditionnel, pour ne pas dire plus, de ces professionnels, qui en plus de ça avaient une certaine réticence vis-à-vis de ce qui était du business, parce que le business c'était sale, c'était l'argent, c'était pas être un gentleman lawyer, c'était justement marquer sa distance avec cet univers-là. Donc dans ce contexte-là, si vous voulez, ça a été les Big Four de l'audit qui ont commencé par marcher sur les terrains du droit, et c'est à partir de... Donc j'ai commencé à voir, si tu veux, la concurrence entre les comptables, les auditeurs et les juristes, et de me rendre compte que c'est en regardant justement ce jeu de compétition qui se joue au carrefour des milieux professionnels qu'on peut comprendre quelque chose qui sort
de la banalité du discours dont Bourdieu disait très justement que la sociologie des professions, c'est un discours qui est fabriqué par les professionnels, pour les professionnels. Et a fortiori, quand on parle de professions nobles, de professions de pouvoir, comme c'est le cas des juristes. Et les économistes dans tout ça, les audits, c'est une espèce de pont vers le monde des économistes? Non, je me suis intéressé aux économistes parce que, après avoir travaillé, si vous voulez, avec Brian Garth, justement, sur la mondialisation des marchés et de l'arbitrage commercial international, on a voulu élargir un petit peu notre champ d'études parce que nos collègues disaient, bon, ce que vous avez raconté sur le petit cercle de l'arbitrage, des grandes affaires, des grands juristes, etc., c'est très intéressant, mais ça n'est pas tout ce qui nous intéresse, parce que justement, ce qui nous intéresse, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Ça, c'était un tout petit milieu. Et donc, on avait décidé à ce moment-là d'élargir, d'utiliser la même approche, de mettre en concurrence des différents groupes. Et là, si vous voulez, ce qui paraissait très évident dans le contexte chilien, mais plus généralement dans le contexte latino-américain de l'arrivée des colonels, c'était le fait que les juristes qui étaient traditionnellement les hommes de pouvoir, des juristes cosmopolites, formés en Europe, après un parcours très coûteux, et qui étaient pour la plupart des héritiers, comme la plupart des Errázuriz, Larraín et autres personnages de ces familles. Tous ces gens-là, si vous voulez, ont été bousculés fortement par l'arrivée du pouvoir militaire. En gros parce que en Amérique latine, mais encore plus en Asie, les dirigeants politiques nord-américains se sont rendus compte que le développement n'était pas suffisant comme argument ou comme stratégie pour combattre le communisme. Il fallait à la fois un pouvoir fort et autoritaire. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, la Fondation Ford, pour la nommer très précisément, a installé, a plus ou moins poussé hors du pouvoir les élites du droit qui dirigeaient tous ces pays, que ce soit au Brésil, au Chili, en Argentine et ailleurs, et les a remplacés par une alliance composite qui était des protégés de l'Amérique. Les uns étaient les militaires formés aux États-Unis, et les autres étaient justement les Chicago Boys. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux économistes en relation avec Et de ce point de vue-là, tu récupères une catégorie qui a été inventée à la fin des années 70 par Hugues Eclos, la catégorie Technopoles. Et tu fais de la sociologie avec cette catégorie-là. La question est de savoir pourquoi tu trouves que la notion est sociologiquement intéressante et importante pour travailler sur ce type d'élite. C'est parce que la notion des technopoles te permet de penser en même temps l'économiste et le juriste, ou l'économiste qui fait de la politique. C'est une espèce de catégorie qui incorpore la dimension politique, Paul, et la dimension plutôt technique de l'économiste. C'est ça l'intérêt de la notion? Alors, cette notion m'a intéressé, mais parce qu'effectivement, là encore, comme pour les juristes, comme pour l'ensemble des professionnels, il faut voir que ces professionnels sont construits non pas principalement à partir d'un savoir particulier, d'un savoir plus ou moins technique ou plus ou moins général, mais à partir d'un mode de reproduction familiale inscrit dans des logiques élitistes. Et la grande différence, si vous voulez, c'est que jusque dans les années 60-70, les élites familiales se reproduisaient à travers les écoles d'élite du droit et de la politique et de la diplomatie, etc. etc. Et par contre, par rapport à cela, si vous voulez, les économistes, et une catégorie bien particulière d'économistes, les fameux ou infameux Chicago Boys, se caractérisent par leur origine sociale totalement différente. Comme le montrent les études sur justement l'origine des Chicago Boys, c'était des nouveaux venus, des émigrés, des réfugiés.
ou qui ne parlaient à peine l'anglais, et qui donc ont choisi les mathématiques comme moyen de se parler ensemble, de faire valoir leurs compétences dans les analyses financières qui commençaient à se faire, et surtout, si vous voulez, d'être dans une opposition à une autre précédente école d'économistes, qui était, les Américains parlent des saltwater et des whitewater, pour dire qu'il y avait des économistes qui venaient des écoles prestigieuses ou des campus prestigieux de la côte ouest, Princeton, Harvard, Yale, etc., etc. Et puis il y avait ces bâtards, ces nouveaux venus, ces émigrés qui étaient à Chicago et qui ont utilisé vraiment l'économie et une certaine forme d'économie, une alliance à la fois de mathématiques et d'idéologie, et aussi de liens avec le business, et aussi avec les grands journaux comme le Wall Street Journal, pour construire une offensive qui était à tous égards politique, idéologique, professionnelle, mais aussi au départ sociale. Bon, ça c'est la première vague, si vous voulez, qui arrive dans les fourgons des militaires, grâce à les Mercurio et au groupe, comment il s'appelle, le groupe Edwards, etc. Et en même temps, il faut prendre ça, si vous voulez, dans une logique historique. Parce que très vite, les grandes familles qui traditionnellement envoyaient leurs enfants à l'école de droit de l'Université du Chili, où ils apprenaient à faire de la politique, se sont dit, mais ça c'est une solution à la fois dangereuse, parce qu'ils risquent de se radicaliser, ou sinon d'être massacrés, ou donc ils ont plus ou moins poussé leurs héritiers à se reconvertir, non pas en Europe, mais plutôt aux États-Unis, et à devenir quoi? À devenir plutôt économistes. Et c'est ces gens-là, si vous voulez, un exemple parfait, c'est Pedro Malan, qui était l'exemple même de ces héritiers de la grande bourgeoisie foncière, et qui est allé faire ses études aux États-Unis, mais non pas à Chicago, mais dans justement des lieux beaucoup plus civilisés, où on disait, mais attention, si vous voulez être crédible, il ne faut pas arriver dans les godillots des militaires, il faut arriver aussi avec un savoir qui est généralisé sur les campus nord-américains des années 80, qui est qu'on ne peut pas être dans la politique, dans la société, si on ne prend pas en compte les droits de l'homme. C'est le moment où Amnesty a le prix Nobel, c'est le moment où Amnesty devient une espèce d'image ultime, les Human Rights Watch, etc. Et donc, si vous voulez, ce groupe-là d'économistes, cette deuxième génération d'économistes, a compris, là encore, avec l'incitation de ces parrains nord-américains, qu'il fallait on ne pouvait pas rester dans une optique radicale qui était celle de Pinochet, des militaires et des économistes Chicago Boys de la première génération, qui en plus avaient fait des catastrophes parce qu'ils ont quand même amené ce pays à la faillite. Et ça, si vous voulez, c'est vrai à peu près partout. Donc il y a une deuxième génération qui intervient ultérieurement, qui va s'auto-baptiser technopoles, pour dire nous ne sommes pas des technocrates, mais nous sommes des gens qui pouvons combiner la politique et l'économie. Alors, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était que ces gens-là, ou tout moins cette première génération, non pas les tout premiers venus qui eux mais ceux d'après, ont en fait suivi des trajectoires totalement semblables à celles de mes juristes d'État. Parce que vous prenez, si vous voulez, ces gens qui sont arrivés en Indonésie ou ailleurs, financés avec des bourses de la Fondation Ford, allant dans les universités d'élite, revenant ensuite toujours avec des bourses de la Fondation Ford pour former des centres d'études, instruire ces vulgaires militaires dans les subtilités du savoir économique et du développement, etc. Servir aussi d'intermédiaires dans la diplomatie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces économistes, cette génération d'économistes? C'est qu'ils sont revenus comme professeurs, et ils sont
créé des centres d'études. Ces centres d'études leur ont permis de rentrer, de se familiariser avec les nouveaux dirigeants militaires, etc. Donc ils sont devenus très vite ministres. Et ensuite, après avoir été ministres pendant un certain temps, ils sont devenus conseillers des ministres et ils sont devenus financiers. Et ils ont eu finalement, si vous voulez, une carrière qui est totalement voisine et parallèle et similaire à celle de ces élites du droit qui traditionnellement dirigeaient ces pays à travers un mélange de politique et d'économie. De ce point de vue-là, ils forment une communauté. Mais c'est une communauté que l'on pourrait qualifier d'une communauté d'habitus ou d'une communauté où ceux qui prédominent, ce sont des styles de vie semblables, des affinités électives. De quel type de communauté on parle? On pourrait même utiliser la notion de communauté épistémique à la Peter Haas. Comment pourrait-on qualifier? Non, pas du tout, parce que justement le problème de la communauté épistémique de Peter Haas, c'est qu'elle ne prend pas en compte la base sociale, familiale de cette reproduction. Ouais. Pour reprendre j'ai dû interviewer dans ma vie quelques milliers de ces juristes de pouvoir. Il y a une caractéristique centrale, fondamentale que l'on retrouve partout, c'est que ce sont des héritiers. Et donc, si vous voulez, cette communauté se fabrique d'abord au petit jardin d'enfance, ensuite dans les écoles primaires d'élite, qui sont déjà souvent des écoles bilingues, qui se continuent ensuite dans des facultés d'élite, où ils vont apprendre à la fois à diversifier un peu leur savoir. Je me souviens d'un personnage tout à fait typique de ces grandes familles qui disait « mais moi, mon père m'a dit très bien, tu vas faire du droit, mais tu ne vas pas à la Catholica, tu vas à l'université du Chili, parce que là, tu vas apprendre à faire la bagarre avec les pauvres, ou les gens qui ne sont pas seulement des pauvres, mais sont surtout des nouveaux venus. Et donc, il y avait là une espèce d'apprentissage de la politique étudiante qui est tout à fait fondamentale. Parce que, si vous voulez, le monde du droit, à la fois, ce sont des héritiers, mais ce sont des héritiers qui sont toujours, pour garder une certaine crédibilité, ne peuvent pas être seulement des héritiers. Bourdieu utilise la formule que le diplôme de droit est un diplôme de bourgeoisie, mais que ce diplôme de bourgeoisie doit être constamment, si vous voulez, réajusté. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une grande part d'héritiers, mais suffisamment de nouveaux venus et d'ambitieux talentueux pour, disons, inciter les héritiers à ne pas se reposer sur leur laurier, parce que sinon, et c'est ce dont je parlerai cet après-midi, le droit, qui est quand même un savoir symbolique et un capital symbolique extrêmement fragile, parce que qu'est-ce qui va vous donner une certaine garantie de la pertinence, de l'efficacité, de la qualité d'un savoir juridique? Il faut que derrière ce savoir juridique, il y ait tout un capital de croyance qui soit entretenu par ceux qui contribuent, qui en sont les bénéficiaires, mais qui continuent aussi à y réinvestir. Et si vous voulez, ça c'est un schème constant. Dès que vous avez, parce que vous avez une contradiction, les familles dirigeantes de juristes tiennent à garder si possible cette position, ces privilèges pour eux et pour leurs héritiers. Donc ils ont tendance à dire « ne vous inquiétez pas de l'école ». Il y a une formule que j'aime beaucoup qui est « c'est un grand nom qui garantit beaucoup mieux que n'importe quel diplôme l'accès à une bonne justice ». Mais s'il n'y a que du capital hérité, c'est en même temps, il y a une espèce d'usure. Et donc il faut sans cesse le reproduire. Et cette reproduction, l'exemple même de cela, c'est le monde nord-américain, où la réinvention du droit et le succès des modèles du lawyer, c'est que constamment ils ont joué sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'à la fois il y a des héritiers, il y a aussi des nouveaux venus qui s'intègrent à condition qu'ils sachent s'intégrer et qu'ils soient peu nombreux dans cet univers. Et
en même temps cet univers de pouvoir est sans cesse soucieux de produire un contrepoison. C'est eux qui ont inventé la philanthropie, c'est eux qui sont les grands sponsors des ONG, c'est eux qui, à travers la Fondation Ford et un certain nombre de grandes ONG internationales, sont les parrains des droits de l'homme, de l'environnement, des mouvements de défense des minorités, etc., etc. Donc il y a constamment, si vous voulez, ce souci de produire quelque chose qui va à la fois servir fondamentalement les intérêts des très grandes multinationales, mais en même temps éviter que cela aille trop loin. Or, effectivement, le problème, c'est que l'internationalisation et puis aussi la diffusion de l'idéologie néolibérale et la diffusion des marchés financiers a permis, comme Piketty l'a montré, une explosion des inégalités. Et cette explosion des inégalités produit à la fois aussi une réaction. Permets-moi justement, à propos du bouquin de Piketty, de te délocaliser et de te poser une question plutôt interprétative d'un certain nombre de phénomènes que l'on est en train de voir un peu partout dans le monde. D'une certaine manière, il y a une espèce de synchronie dans une espèce de rébellion contre les élites, j'imagine notamment, ou par exemple des élites juridiques, qui se trouvent un peu à l'origine de ce qu'on appelle le phénomène populiste ou l'explosion du populisme. Compte tenu de tes travaux sur les élites juridiques, économiques et les technopoles, est-ce qu'on pourrait essayer une interprétation de ce phénomène populiste comme une réaction populaire et populiste à l'égard des élites que tu as étudiées? Est-ce qu'il y a quelque chose de ça dans ce que l'on voit un peu partout? Ah oui, clairement, je pense. Hein. Et ce phénomène est aussi accéléré par le fait qu'il y a une massification des études et plus particulièrement des études universitaires, qui va de pair aussi avec des coûts incroyablement élevés. Et ces coûts, si vous voulez, à la fois produisent des gens qui sont à la fois à l'extérieur et en même temps ont les moyens de critiquer ce qui se passe de l'autre côté. Donc vous avez là, si vous voulez, Bourdieu avait une belle formule pour parler des gens qui se font les défenseurs comme ça du peuple et qui utilisent leur position de bas clergé, si je peux dire, pour se faire exister aussi eux-mêmes en se faisant les porte-parole de cette revendication populiste. Donc vous avez l'un des succès. Et la Grande-Bretagne et le Brexit, si on regarde justement quels sont les leaders de ce mouvement, on va trouver des héritiers qui utilisent cet mécontentement populaire qui, lui, repose sur des multiples bases. À la fois, c'est évident que lorsque l'écart des salaires, l'écart des revenus augmente aussi considérablement, que le capital se patrimonialise, ceux qui n'ont pas l'accès au capital et qui vont en subir encore plus les effets néfastes, parce que, comme on le voit ici, les étudiants s'endettent, et ceux qui vont s'endetter sont ceux qui ont le moins de chances de pouvoir rentabiliser cet investissement. Donc de porter ensuite, pendant des années, des dizaines d'années, le poids de cet endettement et aussi la rancœur vis-à-vis du fait qu'on leur a fait entrevoir l'idée que l'université allait leur permettre d'accéder à des carrières, à des savoirs, à des positions. Et puis ils se rendent compte très vite qu'ils ont été floués. Parce que la véritable clé d'entrée, c'est pas l'université. C'est pas le savoir, c'est pas les diplômes, ça ne fonctionne que ça d'une manière très minoritaire. Et ça fonctionne de manière d'autant plus minoritaire que les The Economist avaient une formule
superbe en disant aujourd'hui on a un phénomène où la méritocratie n'est plus rentable parce que tout simplement la concurrence généralisée et internationalisée oblige les héritiers à surinvestir eux aussi dans les écoles d'élite. Et donc il donnait l'exemple de Eton. Eton, c'était des endroits où on apprenait un savoir-vivre, éventuellement on se battait en duel, et on n'apprenait rien, à être des chefs. Mais ce n'est pas suffisant. Tandis que maintenant, si vous allez à Eton, bien sûr, vous allez venir avec un capital social, familial, financier, cosmopolite considérable, mais on va vous faire travailler. Et donc vous allez en sortir, si vous voulez, avec un ensemble de capitaux qui vont se compléter. Et l'économiste utilisait la formule, c'est « the marriage of plutocratie », c'est-à-dire en gros la finance, « and meritocracy ». Et alors, dans un contexte comme cela, bien évidemment, l'écart s'accroît, parce que d'abord les possibilités d'accéder pour la classe moyenne méritante deviennent beaucoup plus réduites. Donc si vous voulez, de la même manière qu'il y a tout d'un coup un accroissement de l'écart entre le 1% qui détiennent le patrimoine et puis les 99% qui n'en ont pas, cet écart est encore plus grand quand on s'intéresse à des domaines comme les domaines professionnels, les domaines symboliques, etc. D'accord, merci Yves Desalé pour cette conversation. Et bon, dans quelques minutes commencera ta conférence et on en apprendra beaucoup plus. Merci. J'espère. Merci. Bon, je suis détente, j'aurais dû regarder.